Bonjour et bienvenue sur Bibliovoix. Aujourd'hui, nous vous invitons à embarquer pour un voyage qui changera votre perception de vous-même et de votre potentiel. Oubliez l'idée que le génie est inné, un cadeau réservé à quelques élus. Le livre que nous explorons, Maîtrise, révèle une vérité bien plus puissante. L'excellence n'est pas un don, mais une discipline accessible à tous. Avez-vous déjà ressenti que vous aviez plus à offrir, que votre véritable vocation vous échappait ? Nous vivons dans un monde obsédé par la rapidité et la gratification instantanée. Pourtant, les plus grandes réalisations de l'histoire, qu'elles soient scientifiques, artistiques ou entrepreneuriales, sont le fruit d'une immersion profonde, d'une patience farouche et d'une méthode rigoureuse. Ce livre n'est pas une simple théorie, c'est une carte routière détaillée tirée de l'étude des plus grands maîtres de notre histoire, de Mozart à Leonardo da Vinci, de Charles Darwin à Martha Graham. Nous allons décomposer leur parcours, non pas en étapes mythiques, mais en phases pratiques et universelles. Nous commencerons par la tâche primaire, apprendre à écouter cette petite voix intérieure qui chuchote votre passion. Puis nous plongerons dans l'apprentissage, où nous découvrirons pourquoi la soumission à un mentor est un acte de pouvoir et non de faiblesse. Nous explorerons ensuite comment transformer les obstacles et la résistance émotionnelle en carburant et comment l'intelligence sociale est le véritable champ de bataille où la maîtrise prend forme. De la technique brute à l'intuition fluide, nous verrons comment ces maîtres ont fusionné le savoir pratique avec un esprit visionnaire jusqu'à atteindre le sommet de leur pouvoir créatif. Ce chemin est celui de l'intégration. Faire de votre travail l'expression la plus pure et la plus personnelle de qui vous êtes. Si l'idée de débloquer votre potentiel le plus élevé résonne en vous, rejoignez la communauté Bibliovoix en vous abonnant. Ensemble, faisons de chaque écoute une étape vers la découverte de votre génie unique. Découvrez votre vocation. La tâche primaire, cette première étape fondamentale, est la tâche primaire de tout aspirant à la maîtrise. La découverte de sa vocation. Il ne s'agit pas d'un choix de carrière dicté par la société ou par le confort financier, mais de l'identification de votre nature originelle, ce champ d'activité particulier qui résonne avec vos inclinations les plus profondes et vos talents innés. Pour commencer, vous devez vous engager dans un processus d'introspection rigoureux. Quelles sont les activités qui vous captivent au point de vous faire perdre la notion du temps ? Quand étiez-vous enfant, quels étaient vos jeux et vos centres d'intérêt qui revenaient sans cesse ? Ces signaux, souvent ignorés ou réprimés par les impératifs de la vie adulte, sont les murmures de votre véritable appel. Le danger majeur dans cette phase est la tentation de l'imiter ou de suivre aveuglément les tendances. L'objectif est de trouver votre unicité, votre propre niche, celle où vos forces naturelles peuvent s'exprimer pleinement. C'est en alignant vos désirs intérieurs avec un domaine professionnel que vous débloquez l'énergie et la persévérance nécessaires pour les décennies de travail qui vous attendent. Cette alliance génère le plaisir de l'effort, transformant les tâches ardues en défis stimulants. Le processus de découverte est souvent un cycle d'essais et d'erreurs, d'expérimentation et d'ajustement. Vous pourriez commencer par un domaine qui semble prometteur, pour découvrir qu'il n'est qu'une étape vers quelque chose de plus authentique. L'important est de rester actif et réceptif aux signaux de votre environnement. Lorsque vous trouvez le domaine qui vous correspond, le travail cessera d'être une corvée pour devenir une quête personnelle. Reconnaître sa vocation, c'est s'assurer que le chemin vers la maîtrise sera soutenu par une motivation inépuisable. La phase d'apprentissage, l'immersion profonde. Une fois la vocation identifiée, le voyage vers la maîtrise entre dans sa deuxième phase cruciale, l'apprentissage. Ce n'est pas simplement une période d'études formelles, mais une immersion profonde et volontaire où l'objectif principal est d'acquérir les compétences fondamentales de votre domaine. Cette période est régie par 3 impératifs: l'observation intense, la pratique dévouée et l'humilité. L'apprenti doit accepter son statut de novice et se concentrer sur l'absorption de la réalité technique de son métier. Ici, la rapidité est l'ennemi. La patience est requise pour passer des heures à pratiquer les bases, souvent répétitives et peu glamour, jusqu'à ce qu'elles deviennent une seconde nature. L'acquisition de ces fondations solides est la seule voie pour construire par la suite un édifice de créativité.
Le but de l'apprentissage est de transformer le savoir théorique en savoir pratique intuitif. Cela se fait par la répétition ciblée qui permet de court-circuiter la conscience critique. Le corps et l'esprit doivent mémoriser les mécanismes de base si profondément qu'ils peuvent être exécutés sans effort conscient, libérant ainsi l'esprit pour les tâches plus complexes. De plus, l'apprenti doit adopter une attitude d'écoute et d'observation. C'est le moment de se rapprocher des personnes qui excellent, d'analyser leurs méthodes, leurs routines et leur façon d'aborder les problèmes. L'immersion signifie s'entourer de l'excellence et s'y conformer temporairement. Les critiques constructives doivent être vues comme des informations vitales plutôt que comme des attaques personnelles. C'est une phase de sacrifice de l'ego en faveur de l'acquisition de la connaissance. Réussir cette période d'apprentissage, c'est se doter de la structure interne qui soutiendra toutes les innovations futures. Se soumettre au mentor, la dynamique maître-apprenti. Le passage réussi à la maîtrise requiert inévitablement l'étape de la soumission au mentor. Contrairement à une idée reçue, trouver un maître et se soumettre à son enseignement n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte stratégique de puissance. Un mentor est bien plus qu'un simple professeur. C'est un guide qui possède la connaissance incarnée du terrain, capable de vous faire gagner des années de tâtonnement et d'erreurs. L'objectif principal de cette dynamique est de s'immerger totalement dans la méthode, la vision et l'éthique de travail d'un expert. Un bon mentor ne vous donne pas seulement des informations, il vous montre comment penser, comment aborder les problèmes et comment gérer les réalités complexes de votre domaine. L'apprenti doit faire preuve d'une humilité active, mettre temporairement de côté son ego et ses idées préconçues pour absorber la perspective du maître. Cependant, la relation maître-apprenti est souvent pleine de tensions. Le maître peut être exigeant, parfois critique, mais cette pression vise à tester et à renforcer votre engagement. Vous devez apprendre à lire entre les lignes, à observer plus qu'à écouter et à accomplir les tâches avec une dévotion irréprochable. L'énergie que vous investissez dans le travail pour votre maître vous reviendra décuplée en expérience. Il est crucial de choisir son mentor avec soin. Il doit exceller non seulement par ses compétences, mais aussi par son désir sincère de transmettre. Cette phase doit être considérée comme une période d'emprunt. Vous empruntez le jugement et l'expertise du maître pour les intégrer à votre propre structure mentale. Une fois que vous aurez absorbé tout ce que le mentor a à offrir, vous serez naturellement prêt pour la prochaine phase, celle où vous commencerez à marcher seul, armé de ces leçons. Se transformer en expert, la phase créative active. Après des années d'apprentissage et la tutelle d'un maître, l'aspirant à la maîtrise entre dans la phase créative active, le moment de la véritable transformation en expert. Cette période marque un changement radical. On passe de l'exécution des instructions à l'expérimentation pratique et concrète. Les fondations sont posées. Les techniques de base sont maîtrisées. Il est maintenant temps de prendre des risques calculés et de tester les limites de ce que vous avez appris. L'énergie doit être dirigée vers la pratique délibérée, c'est-à-dire l'identification de vos faiblesses, suivie de la création d'exercices spécifiques pour les corriger. Ce n'est plus l'heure de répéter passivement, mais de chercher activement les situations qui vous poussent hors de votre zone de confort. Le but de la phase créative active est de rendre la connaissance fluide et adaptable. L'expert doit commencer à jouer avec les règles qu'il a passé des années à apprendre, à les déconstruire et à les réassembler de nouvelles manières. C'est en faisant cela que vous transformez le savoir livresque en savoir personnel et instinctif. L'échec devient un outil de diagnostic essentiel, chaque erreur révélant une lacune à combler. Ce processus est souvent solitaire et nécessite une discipline mentale immense. Vous devez développer votre propre journal de recherche, documentant vos expériences, vos hypothèses et les résultats obtenus. L'expert n'attend pas d'être dirigé. Il est motivé par la curiosité et le désir de résoudre des problèmes nouveaux ou existants d'une manière supérieure. C'est en embrassant cette pratique intense, axée sur la résolution de problèmes réels, que l'individu forge son identité d'expert et se prépare à la véritable indépendance créative. La résistance et les obstacles émotionnels, combattre la complaisance. Le chemin vers la maîtrise n'est pas une ligne droite. Le chapitre 5 explore la résistance, les défis internes et externes qui tentent inlassablement de saboter votre progression. Le plus grand ennemi n'est pas le manque de talent,
mais la complaisance et les mécanismes de défense émotionnelle qui s'activent dès que l'effort devient trop exigeant. Ces obstacles prennent plusieurs formes. Il y a d'abord l'ennui lié à la répétition nécessaire des bases et la peur de l'échec qui nous pousse à rester dans notre zone de confort. Plus insidieuse est la vanité, la tendance à se croire expert trop tôt, juste après avoir maîtrisé quelques compétences, nous faisant stopper la pratique délibérée. Pour combattre ces forces, vous devez développer une discipline émotionnelle exceptionnelle. Premièrement, cultivez une perspective à long terme. Les difficultés d'aujourd'hui sont les fondations de la compétence de demain. Deuxièmement, transformez l'échec d'une expérience négative à un outil de diagnostic positif. Chaque erreur révèle l'endroit précis où votre attention et votre pratique doivent être dirigées. Un autre obstacle majeur est l'influence de l'environnement. Les personnes et les situations qui encouragent la facilité et la moyenne constituent une menace constante. Il est essentiel de s'entourer de personnes qui adhèrent à des normes élevées et qui vous poussent à vous dépasser. En fin de compte, combattre la complaisance est un combat psychologique quotidien. Il faut se rappeler que la maîtrise exige de se confronter continuellement aux tâches les plus difficiles et les plus inconfortables. C'est en surmontant ces résistances, en se forçant à continuer lorsqu'on a envie d'arrêter, que l'on forge la ténacité et la profondeur de caractère nécessaires pour devenir un véritable maître. L'intelligence sociale, naviguer dans le domaine. Le chapitre 6 nous rappelle que la maîtrise ne s'exprime jamais dans un vide. L'intelligence sociale est le talent essentiel pour naviguer dans le domaine, c'est-à-dire comprendre les dynamiques humaines, relationnelles et politiques de votre environnement professionnel. Beaucoup d'individus extrêmement talentueux échouent, non pas par manque de compétences, mais par ignorance des lois invisibles qui régissent le succès collectif. L'intelligence sociale est la capacité à voir au-delà des apparences et à comprendre les motivations cachées des gens. Il s'agit d'identifier les joueurs clés, les alliés potentiels, les rivaux subtils, et de comprendre comment le pouvoir circule dans votre domaine. Un maître doit être un psychologue amateur, capable d'analyser les systèmes et les hiérarchies. Une compétence vitale est l'art de la collaboration. Un grand expert ne travaille pas isolé. Il sait s'intégrer dans des équipes et influencer sans dominer. Il doit apprendre à communiquer ses idées complexes de manière accessible, à vendre son expertise sans arrogance et à gérer les inévitables conflits d'ego. Ce chapitre met en garde contre deux pièges. L'idéalisme naïf, croire que seul le mérite compte, et le cynisme amer, se sentir persécuté par les jeux de pouvoir. Le maître doit adopter une perspective pragmatique et stratégique. Utilisez vos compétences sociales pour créer des alliances, obtenir des ressources et vous placer dans des situations où votre expertise sera reconnue et valorisée. En maîtrisant l'intelligence sociale, vous transformez votre environnement d'un obstacle potentiel en une plateforme d'amplification. Votre savoir-faire technique et votre intuition doivent être soutenus par votre capacité à vous mouvoir habilement au sein du labyrinthe social, assurant ainsi la reconnaissance et l'impact de votre maîtrise. Fusionner le technique et l'intuitif, le savoir pratique. Le chapitre 7 marque le point de convergence où l'apprentissage intensif et la pratique délibérée se cristallisent dans le savoir pratique. C'est le moment magique où les compétences techniques autrefois exécutées avec effort conscient fusionnent avec l'intuitif pour produire une action fluide et instinctive. On parle alors de flow ou de seconde neuture. Cette transformation se produit lorsque le cerveau a catalogué et mémorisé un nombre suffisant de schémas et de solutions de problèmes. La connaissance qui était explicite, verbalisable, procédurale, devient implicite, tacite, ressentie. Face à un défi, le maître n'a plus besoin de passer par une analyse étape par étape. La solution semble émerger spontanément. L'objectif dans cette phase est d'atteindre une dextérité cognitive et physique. Pour cela, l'expert doit continuer à se confronter à des situations réelles et complexes où l'imprévu est la norme. C'est en gérant le chaos et l'incertitude que l'intuition est véritablement affûtée. L'intuition n'est pas un don mystique, c'est la reconnaissance ultra rapide de modèles ou de patterns appris à travers des milliers d'heures d'expérience. Le danger à ce niveau est l'autosatisfaction. Le maître doit continuellement chercher à compliquer les exercices et à s'exposer à de nouvelles formes de défis.
Maintenir ce niveau de performance exige une boucle de rétroaction constante et une volonté de toujours remettre en question la méthode existante. En cultivant ce savoir pratique, l'expert devient non seulement compétent, mais véritablement artisan de son domaine, capable d'adapter ses outils et ses techniques en temps réel pour atteindre une performance impeccable. L'esprit visionnaire. Voir l'ensemble. L'étape de l'esprit visionnaire est l'apogée de la connaissance, où le maître développe la capacité de voir l'ensemble, de percevoir des modèles, des connexions et des tendances que les autres acteurs de son domaine manquent complètement. C'est le niveau où l'expert passe de l'exécution à la stratégie profonde. Ayant passé des années dans les détails techniques, le zoom-in, le maître peut maintenant s'en éloigner pour observer le système dans sa globalité, le zoom-out. Cette vue d'ensemble lui permet d'anticiper les changements, d'identifier les failles structurelles et de prévoir l'évolution future de son domaine. Le maître visionnaire ne réagit pas aux événements, il les façonne. Pour développer cette capacité, l'expert doit s'engager dans une pensée synthétique. Il ne suffit plus de connaître les faits, il faut relier ces faits à des disciplines connexes. Par exemple, un maître en affaires commence à intégrer la psychologie humaine, l'histoire et les tendances culturelles dans ses décisions, enrichissant sa perspective bien au-delà des simples chiffres. Il est essentiel de maintenir une curiosité ouverte et de ne jamais cesser d'apprendre des domaines extérieurs. L'innovation majeure vient souvent de l'application d'un principe bien établi dans un domaine à un autre, apparemment sans rapport. En cultivant l'esprit visionnaire, le maître passe de l'état de simple exécutant expert à celui d'architecte de son domaine. C'est lui qui dicte la direction, celui dont la perspective éclaire l'avenir. C'est la capacité à comprendre non seulement comment quelque chose fonctionne, mais pourquoi il fonctionne, et comment il pourrait être transformé radicalement. Le renversement. De l'étudiant au maître. Le chapitre 9 aborde le moment inévitable et décisif où se produit le renversement. L'étudiant, désormais expert, commence à dépasser le professeur et à tracer son propre chemin. C'est l'étape où le maître en devenir revendique son indépendance créative et s'affranchit de l'influence de son mentor ou du système qu'il a formé. Ce processus de détachement est souvent marqué par une tension. L'ancien modèle, enseigné par le maître, devient une contrainte. L'expert ressent un besoin pressant de s'exprimer de manière personnelle, d'introduire des innovations que son maître n'aurait pas pu ou voulu concevoir. Le renversement n'est pas un rejet de la connaissance acquise, mais une synthèse critique, où l'étudiant utilise les fondations reçues pour construire quelque chose d'entièrement nouveau. Pour réussir cette transition, l'expert doit développer une autorité interne. Cela signifie faire confiance à sa propre intuition, désormais soutenue par des années de savoir pratique, même si cela va à l'encontre de la sagesse établie. Le risque d'échec est élevé, mais la nécessité d'innover est plus forte. L'innovation majeure vient souvent du fait de remettre en question les dogmes que l'on a passé le plus de temps à maîtriser. Le véritable signe de ce renversement est l'apparition d'un style ou d'une œuvre qui est instantanément reconnaissable comme la vôtre, qui porte votre empreinte unique. Ce n'est qu'en s'affranchissant du besoin de validation et en acceptant l'isolement inhérent à la création véritable que l'on passe définitivement du statut d'étudiant à celui de maître capable de générer de nouvelles formes d'excellence dans son domaine. La stratégie de haut niveau. L'expérimentation intentionnelle. Une fois le renversement accompli, le nouveau maître entre dans la phase de la stratégie de haut niveau, caractérisée par l'expérimentation intentionnelle. À ce stade, l'innovation n'est plus un accident, mais un processus délibéré et soutenu basé sur une compréhension approfondie des lois et des failles du domaine. L'objectif du maître n'est plus de simplement exceller, mais d'étendre les limites de ce qui est possible. Cela nécessite d'adopter un état d'esprit de chercheur et d'explorateur. Le maître utilise son immense base de connaissances pour formuler des hypothèses audacieuses. Que se passerait-il si je combinais cette technique avec ce principe d'un domaine totalement différent? Cette expérimentation doit être intentionnelle et méthodique. Elle ne se fait pas au hasard. Elle est guidée par l'esprit visionnaire et utilise les compétences techniques,
chapitre 7, pour tester rigoureusement des idées marginales ou non conventionnelles. C'est un processus continu de construction de petits prototypes, de recueil de données et d'ajustements rapides. La stratégie de haut niveau exige également de se positionner stratégiquement au sein de son environnement. Le maître doit choisir des projets qui, non seulement repoussent les frontières, mais qui ont aussi le potentiel de réformer et de redéfinir la discipline entière. L'accent est mis sur l'impact à grande échelle, en appliquant la maîtrise non pas pour la gloire personnelle, mais pour le progrès du domaine. L'expert devient une force motrice, un catalyseur de l'évolution, garantissant que son œuvre aura une résonance durable. Atteindre la maîtrise, le sommet du pouvoir créatif, décrit l'état ultime de l'évolution de l'expert, atteindre la maîtrise. C'est le sommet du pouvoir créatif, un état où l'individu a transcendé la technique et l'effort conscient pour atteindre une performance où le travail est à la fois facile, inventif et profondément personnel. À ce niveau, l'artisanat devient de l'art. Cet état n'est pas passif. Il s'agit d'une conscience supérieure qui permet d'opérer avec une efficacité et une perspicacité extraordinaires. Grâce à l'intégration complète des connaissances techniques et de l'intuition, le maître exécute des tâches complexes avec une simplicité déconcertante, comme si la solution était évidente. L'effort n'a pas disparu, mais il est dirigé avec une telle précision que le processus semble sans friction. L'une des caractéristiques de cet état est la génération constante d'idées neuves. Le maître ne répète pas les formules établies, il crée de nouvelles lois et de nouvelles formes. L'innovation est une fonction naturelle de son esprit qui perçoit les failles et les possibilités d'amélioration là où les autres ne voient que des faits. Son travail devient une source d'inspiration et de référence pour le reste du domaine. Cependant, la maîtrise n'est pas un point d'arrivée statique. Elle exige un maintien actif. Le maître doit continuer à se confronter à l'inconnu, à accepter de recommencer l'apprentissage si nécessaire et à éviter le piège de la formule auto-répétitive. Atteindre ce sommet signifie non seulement l'excellence technique, mais aussi la capacité à continuer d'évoluer, assurant que le pouvoir créatif reste dynamique et pertinent à travers le temps. Conclusion. Se connecter à votre nature originelle. La conclusion de ce parcours révèle l'objectif ultime de la quête de la maîtrise. Elle n'est pas une fin en soi, mais un moyen puissant de se connecter à votre nature originelle et d'exprimer votre génie unique et votre moi le plus profond. Toutes les étapes traversées, la découverte de la vocation, l'apprentissage intensif, l'affrontement de la résistance, le renversement, servent à affiner une chose, votre voix distinctive. Le maître n'est pas celui qui est le meilleur à faire quelque chose, mais celui dont le travail est une manifestation irremplaçable de son identité. Le génie unique n'est pas un trait de personnalité aléatoire. C'est le point où votre nature la plus profonde rencontre le domaine que vous avez passé votre vie à maîtriser. L'individu utilise alors son savoir pratique, technique plus intuition, et son esprit visionnaire, vu d'ensemble, pour résoudre des problèmes non seulement avec compétence, mais avec une perspective personnelle qui enrichit l'humanité. La maîtrise donne un sens et une direction à l'existence. En alignant le travail avec votre véritable appel, vous trouvez une source inépuisable de motivation et de satisfaction. L'héritage laissé par un maître n'est pas seulement dans ses réalisations, mais dans la preuve vivante qu'il est possible de transcender la médiocrité et de donner une forme tangible à son potentiel maximal. Le livre se termine par un appel à l'action. Le chemin de la maîtrise est permanent, exigeant une vie d'exploration, de discipline et de redécouverte. C'est en honorant ce processus que vous utiliserez votre maîtrise pour devenir la version la plus complète et la plus significative de vous-même. Nous arrivons au terme de notre exploration de maîtrise, un livre qui ne promet pas une formule magique, mais une voie royale vers l'excellence. Ce que nous retenons, c'est que la maîtrise est un processus en 12 étapes, un cycle d'évolution qui transforme l'individu de novice en architecte de son domaine. Tout commence par la tâche primaire,
découvrir cette vocation unique, ce fil d'or qui relie vos passions d'enfant aux possibilités de l'adulte. Armé de cette motivation inépuisable, vous plongez dans la phase d'apprentissage. Une immersion totale où l'humilité et la répétition construisent les fondations techniques. Cette période d'étude culmine avec la dynamique maître-apprenti, où vous apprenez à vous soumettre stratégiquement au savoir d'un mentor pour accélérer votre progression, avant de devenir un expert créatif actif, capable d'expérimenter et de résoudre des problèmes par vous-même. Mais le chemin est semé d'embûches. Le livre nous prépare à affronter la résistance, la complaisance, l'ennui, la peur de l'échec. Et il nous enseigne l'importance cruciale de l'intelligence sociale pour naviguer dans le labyrinthe des relations humaines et de la politique professionnelle. C'est après avoir surmonté ces épreuves que la magie opère. Le savoir technique et l'intuition fusionnent en un savoir pratique fluide. Fort de cette intégration, vous développez l'esprit visionnaire, capable de voir l'ensemble et d'anticiper les tendances que les autres ne perçoivent pas. Le point culminant de cette odyssée est le renversement, le moment où l'étudiant innove au-delà de son maître. Cela ouvre la voie à la stratégie de haut niveau, une phase d'expérimentation intentionnelle, où vous utilisez votre pouvoir créatif pour repousser délibérément les limites du domaine. Enfin, vous atteignez la maîtrise, un état où le travail est personnel, inventif et semble réalisé sans effort. Le message essentiel de ce livre est simple et profond. La maîtrise n'est pas un destin, mais le résultat d'un effort et d'une méthode. Elle vous donne le pouvoir de transformer votre domaine, de laisser une marque durable et finalement de vous connecter à votre nature originelle, d'exprimer votre génie unique au monde. C'est l'ultime liberté. C'est un livre exceptionnel qui nous rappelle que nous sommes tous capables de réaliser des choses extraordinaires. Si ce voyage au cœur de l'excellence a allumé une étincelle en vous, rejoignez-nous sur Bibliovoix en vous abonnant. Ne laissez pas votre potentiel s'étendre. Faites de la maîtrise le prochain chapitre de votre vie.